ce qu'est le politicien courtier, un danger pour l'économie de libre marché et pour la démocratie d'un pays. C'est un texte du père Alexis Diette. Le père Alexis Diette nous dit qu'il y a des politiciens, mais non seulement ils sont des politiciens, mais ils sont des courtiers. C'est pourquoi ils les appellent politiciens courtiers. Il nous dit que ces politiciens courtiers-là représentent un danger pour l'économie du libre marché, c'est-à-dire l'économie capitaliste, et pour la démocratie d'un pays. L'économie du libre marché, c'est quoi? C'est le marché du capitalisme, c'est-à-dire le choix de pouvoir librement faire des échanges et vous n'êtes pas forcément tenu d'être contrôlé par l'État comme dans un État communiste. Et la démocratie, déjà, chacun peut donner la définition qu'il veut, mais c'est la capacité des individus de vivre dans une variété de pensées idéologiques, politiques, sociales, intellectuelles, etc. et exprimer leurs choix sans que ce choix-là ne soit un danger pour les autres. Prenons ça comme ça. Mais ce qu'on n'a pas expliqué, c'est le mot courtier. Un courtier, c'est qui? Un courtier, c'est un individu ou une personne, si vraiment il est dans le bon sens, qui analyse la situation financière de son client et lui fait des propositions d'offres adaptées à ses besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un courtier, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance économique. Et il peut venir, par exemple, te dire, bon, là, si tu investis dans tel coin, ça peut marcher pour toi. Là, il faut éviter d'investir ici. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est un devin économique. Mais en réalité, ce n'est pas de la magie, c'est une connaissance des marchés. Vous voulez des exemples? En tout cas, dans ces temps-là, depuis les 10 dernières années, les courtiers, là, leur nom, là, c'est pas bon. Quand je prends Éric Courier, qui a trompé les gens en France, quand je prends Bernie Madoff, qui a trompé les gens aux États-Unis, qui a ruiné des vies, c'est pas bon. Et donc, ici, dans le contexte particulier, quand le père Alexis Diette dit politicien courtier, il veut dire ceux qui viennent, les Kofi Gombo politiques. Voilà. On va aller en français terre à terre. Kofi Gombo. C'est-à-dire, eux là, ils viennent dans la politique. Quand ils viennent là, ils viennent même pour prendre l'économie en otage, pour mettre ça sous leur coupole, et puis leur famille, et puis leur groupe, comme les Bédier et puis les Jean-Louis Billon là. Et puis maintenant, ils détruisent la démocratie. C'est de ceux-là qu'il est en train de parler. Il dit, un politicien courtier est un élu de la nation, ou un politicien local qui se transforme en lobbyiste des groupes économiques ou en agent d'influence d'États étrangers. Il dit la première caractéristique de ces politiciens courtiers-là, c'est qu'ils n'ont aucune ambition pour leur peuple. Ils se font élire et une fois élus, quelle que soit leur position, ils deviennent des lobbyistes des groupes économistes. C'est-à-dire maintenant, la confiance que vous leur avez accordée en les mettant à la tête de la nation ou à un poste, eux, ils utilisent cette position-là maintenant pour essayer maintenant de faire des combats pour les groupes économiques. Comme ce que Jean-Louis Billon fait là. Il se bat pour sa compagnie en augmentant les prix et en tuant les Ivoiriens. Et demain encore, c'est lui qui sort pour dire pourquoi les produits ont augmenté. Jean-Louis Billon, est-ce que toi, tu n'es pas l'un des actionnaires majeurs d'Orange? Mais il faut sortir pour demander, comme toi, tu es actionnaire majeur là, faut dire, bon, diminuer les prix. Mais ils ne vont jamais faire ça. C'est eux qui augmentent le prix du lait, du sucre, de toutes les denrées de première nécessité. Mais en même temps, c'est eux qui disent que la vie est devenue chère. Mais eux, ils ne sont jamais prêts à diminuer le prix pour vous. C'est eux là, les Bédier et autres là, qu'on appelle avec les Jean-Louis Billon là. C'est eux qu'on appelle politiciens courtiers. Tellement le monsieur est méchant, Jean-Louis Billon. Il y a 7 femmes, elles sont allées, elles ont pris quelques graines dans son champ. Hein. Elles ont ramassé, c'était tombé. Jean-Louis Billon les a attrapés et les a mis en prison. C'était le mois passé. Quelqu'un qui n'a pas pitié de nos pauvres mères dans les champs, celui-là peut avoir pitié des Ivoiriens. Et donc là, ils sont derrière les groupes d'intérêt. Ils ont de grands groupes financiers qui les soutiennent. Et eux, ils utilisent leur position. Je suis député, je suis politicien pour lutter contre l'État. Et c'est pourquoi ils disent ici, ou en agent d'influence d'États étrangers. Un moment, quand ils avaient augmenté les prix là, la CIFCA qu'il a là, ils sont presque partout. Et ils ont des gens, des lobbies qui sont là-bas. Et ils voulaient augmenter les prix pour faire tomber le gouvernement. La conséquence de cette corruption politique est de faire prédominer
dans la société politique et dans l'état des intérêts particuliers des lobbies au détriment de l'intérêt général et de brader la souveraineté nationale à des puissances étrangères. Il dit, une fois que vous avez affaire à ces politiciens-là, comme les Jean-Louis Billon, les Laurent Gbagbo et autres, parce que Laurent Gbagbo, là, c'est lui qui a vendu, c'est lui qui a fait rentrer MTN en Côte d'Ivoire. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas si c'est Thabo Mbeki, c'est lui son mangement que Laurent Gbagbo lui a donné. Il dit, quand tu es là, il faut être du côté de moi, tu me donnes des armes, et puis maintenant, là, moi je laisse, tu viens faire installer MTN en Côte d'Ivoire. Voilà comment MTN est venu en Côte d'Ivoire. Bon, un homme comme ça, là, il fait du lobbying, parce que les Ivoiriens ont fait l'erreur de lui faire confiance. Il devient un chef de corruption. Parce que les Ivoiriens ont fait l'erreur de lui confier un poste politique. Il devient un chef corrompu. Et là, il va travailler avec d'autres puissances étrangères, que ce soit des puissances étatiques ou économiques, contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on n'a pas entendu Mamadou Koulibaly dire ici qu'eux, ils ont tout donné à la France, mais eux, ils ne savent pas pourquoi la France ne les aime pas. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné à la France? Ils ont bradé l'intérêt général des Ivoiriens. C'est pourquoi Laurent Gbagbo ne pouvait pas augmenter les salaires comme Alassane Ouattara l'a fait. C'est pourquoi Laurent Gbagbo tuait les gens quand ils sortaient à Yopougon pour dire que la vie est chère. Mais Alassane Ouattara apporte des solutions concrètes parce qu'il n'a pas bradé la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas négocié avec des puissances étrangères pour essayer de rendre difficile. On l'accuse même d'aller prendre l'argent des puissances étrangères pour venir donner aux Ivoiriens. Voilà aujourd'hui ce dont souffre Alassane Ouattara. On l'accuse d'être celui-là qui va prendre l'argent avec les puissances étrangères pour venir donner aux Ivoiriens. Et donc, chers Ivoiriens, soyez intelligents. Si on vous raconte tout ça là, c'est parce qu'il y a eu hier, il y a aujourd'hui, mais il y aura demain. Ce dévoiement de la fonction de l'élu détruit à la fois la vertu émancipatrice de l'économie du libre marché et celle de la démocratie. Il dit donc avec de tels gens, et comme Laurent Gbagbo, comme Bédier, comme Jean-Louis Billon, avec les comportements que je viens de vous citer là, il dit ces gens-là détruisent l'émancipation même de l'économie capitaliste et l'émancipation de la démocratie dans nos pays. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que la politique va de pair avec l'argent. Si l'argent est concentré aux mains seulement d'un groupuscule de politiciens qui ont déjà vendu le pays à l'extérieur, comment est-ce que toi qui es en Côte d'Ivoire, le petit commerçant, comment est-ce que tu peux t'en sortir? Et donc ça tue ton commerce, ça tue ta capacité de pouvoir aussi progresser dans la vie. C'est un texte du père Alexis Diette. On va s'arrêter là. Et on a encore un deuxième texte du père Alexis Diette. Je reviens de Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un texte qui a été écrit depuis le 15 avril. Non, le 14 avril 2023. Donc, ce n'est pas un texte qui est aussi nouveau. Ne pensez pas qu'il est venu de la Côte d'Ivoire hier. Non, non, non. Ça, c'est important qu'on signale cela. Je reviens de Côte d'Ivoire. Le témoignage lucide d'un tiers engagé, citoyen et patriote non partisan, qui juge du double point de vue de la science et du bon sens. Il dit, quand lui il était allé en Côte d'Ivoire, c'est le mois passé, avril, là. En tout cas, le texte est publié le 14 avril. Quand il est allé et puis il est revenu là, il dit, il a fait un texte, je viens de Côte d'Ivoire, je reviens de Côte d'Ivoire. Dans le premier paragraphe, il dit, les témoignages que lui va évoquer là, ce sont des témoignages basés sur la lucidité. Il parle en tant qu'un citoyen lucide, un citoyen qui aime son pays, mais qui n'est pas là pour supporter Alassane Ouattara, mais qui est là plutôt pour baser son jugement sur la science et sur le bon sens. Parce que de formation, lui, il est philosophe. Mais toi et moi, nous ne sommes pas philosophes. Mais toi et moi, on a le bon sens comme lui. Il dit donc là, ce que lui, il a appris qu'il connaît là, c'est sur ça, lui, il va se baser. Et puis le bon sens que Dieu a donné à chacun de nous là, il dit c'est sur ça que lui va se baser pour dire, quand lui, il est en Côte d'Ivoire, ce qu'il a vu là, il va te dire. Donc toi, c'est quand on te demande, il faut bien écouter. Il dit, ni apologie flagorneuse, ni culte turiféraire d'un démiurge au pouvoir surnaturel, mais une interprétation objective fondée sur une approche conceptuelle des transformations d'un pays dans le mouvement de son histoire. Il dit que lui n'est pas là pour faire talakou dans le mensonge.
Il n'est pas là, quand on parle d'un turiféraire, ça veut dire un encenseur, un différambiste, d'un démiurge. Tout ça, ce sont des grands mots, mais ça ne veut rien dire. Un démiurge, c'est comme ça que les platonistes, les disciples de Platon appellent Dieu le créateur. Il dit n'est pas quelqu'un qui est là pour faire l'apologie d'un pouvoir surnaturel, mais il est là pour faire une interprétation objective. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai vu, je vais maintenant dire de façon concrète, sans état d'âme, pour dire que le pays où je suis parti, la Côte d'Ivoire, les transformations que j'ai vues là, ce sont des transformations dans le mouvement de son histoire. Ça mérite qu'on en parle. Les changements que lui il a vus là, ce sont des changements qui aident aujourd'hui le pays à aller de l'avant dans son histoire. Le dirigeant démocratique est toujours un homme ordinaire qui s'efforce d'incarner la généralité sociale, de transcender son ego pour servir le peuple de son pays et en promouvoir le bien-être en mettant en œuvre les instruments institutionnels dédiés à cet effet dans le régime de démocratie pluraliste. Il dit, lorsqu'on dit qu'on est un dirigeant, lorsqu'on n'a pas été là parce que c'est le Seigneur des armées qui vous a mis là, lorsqu'on n'est pas le faux Dieu en verre de terre de Gore qui s'appelle Laurent Gbagbo là, il dit, un vrai dirigeant comme Alassane Ouattara là, c'est un homme ordinaire d'abord. C'est un homme qui a les pieds sur terre. C'est un homme qui sait que lui là, ce n'est pas Dieu qui l'a mis là, ce sont les Ivoiriens qui l'ont mis là. C'est vrai, c'est Dieu qui décide de tout, mais c'est Dieu qui permet que le peuple puisse mettre un homme ordinaire. Il dit donc là, le vrai dirigeant là, quand il sait comment il est venu au pouvoir là, il incarne la généralité sociale. Ça veut dire quoi? Il tient compte de ceux qui l'ont mis là. C'est ce qu'il appelle ici généralité sociale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transcende son ego pour servir son peuple. Ça veut dire lui-même, sa personne là, il va au-delà. Il ne se regarde pas pour dire, comme moi je suis là, donc c'est à partir de moi que tout le monde doit se mesurer. Non, lui il tombe en bas, il descend même pour dire, comment les plus pauvres souffrent. Pourquoi ne pas donner 12 000 francs aux familles les plus pauvres? Et donc, il va même plus bas pour essayer de connaître les conditions de ses concitoyens et essayer de servir ces personnes-là pour que la promotion du bien-être des uns et des autres soit une effectivité. Et c'est ça aussi, quand on aide les plus démunis, les plus faibles parmi nous, ça redonne confiance, mais ça permet aussi à nos institutions d'être plus fortes. Et c'est ça aussi qui peut aider la démocratie pluraliste, parce que ça permet à chacun de se sentir concerné et de pouvoir apporter ce qu'il peut apporter de meilleur. Il faut se rappeler que lors de sa rencontre avec les Elders en mai 2011, le défi lancé par M. Laurent Gbagbo au nouveau président élu Alassane Ouattara fut que ce dernier réussisse à reconstruire les infrastructures économiques et les équipements publics du pays, le support matériel de toute existence humaine décente dans un État moderne et à restaurer l'ordre civil et politique. Lorsque Laurent Gbagbo quitte le pouvoir en avril 2011, la Côte d'Ivoire était dans quel état? Dans un sale état économique. Pays pauvre, très endetté. Pays qui vient de sortir de plus de 10 ans de guerre. Avec un dirigeant macabre, scabreux, lugubre, loufoque comme Laurent Gbagbo. Même les fils de courant, ils ont tout détruit. Et donc, c'était le premier défi d'Alassane Ouattara. Comment faire sortir le pays de ce marasme économique? Comment reconstruire les équipements publics du pays? Comment remettre le pays à pied afin de pouvoir restaurer l'ordre civil, mais aussi politique, c'est-à-dire les institutions de l'État, pour que la Côte d'Ivoire ait au moins un visage décent, c'est-à-dire un pays moderne. Mais de façon miraculeuse, tout le monde connaît le résultat. Une décennie après ce défi, l'expert, convoquant les arcanes de la science et le citoyen ordinaire lambda, convoquant son sens commun, décernerait à la gouvernance Ouattara un satisfecit en ces matières. Il dit donc après pratiquement 10 ans de gestion, c'est-à-dire de 2011 à 2023, il dit pour tous ceux qui sont des experts économiques, des experts politiques, des experts dans n'importe quel domaine, allez leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la Côte d'Ivoire.
Je n'ai pas dit les Gores, hein, parce que eux sont experts dans la mauvaise foi. Mais vous pouvez aussi leur demander pour prendre leur parti. Là, comme ça, vous allez comparer. À part les experts en mauvaise foi, demandez tous les autres experts dans n'importe quel domaine. Comment vous jugez la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ils vous diront vraiment, on est plus que satisfait de la gestion de Ouattara. On laisse les experts, ça c'est difficile. Il dit, tu prends les hommes ordinaires qu'il a appelés ici, les citoyens ordinaires lambda. Ça c'est nous là, notre groupe là. Ceux qui ne sont pas là à l'école, les plus pauvres là, c'est nous. Il dit, tu nous prends là. Tu mets les experts à côté. Qu'est-ce que vous pensez du 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui en 2023 là? Gouvernance Ouattara là, qu'est-ce que vous en pensez? Eux là, eux ne connaissent pas, eux n'ont pas d'expertise, n'ont pas de science. Nous là, c'est notre sens ordinaire, c'est-à-dire notre bon sens là qu'on va utiliser pour dire, ah, vraiment, quand on regarde là, hier là, aujourd'hui est mieux que hier. C'est ça qu'on appelle le bon sens. Parce que dans mon village aujourd'hui, il n'y avait pas maternité depuis 1960, il y a maternité maintenant. Il n'y avait pas route, il y a route maintenant. Il n'y avait pas château, il y a château maintenant. Il n'y avait pas école, il y a école maintenant. Dans la région même là, on dit on est en train de construire une université. Ah, et puis ils ont mis courant aussi. Ça, il faut que je te dise ça aussi. Et puis, voilà. Et puis maintenant, il y a un réseau là-bas aussi au village. Donc quand je regarde tout ça en moins de 10 ans, ce qu'on n'a pas eu de 1960 jusqu'en 2011 là, Alassane Ouattara a fait ça en moins de 10 ans. Donc, moi, le citoyen lambda du village où je me trouve là, vraiment, même si je ne connais pas Kilo là, je sais que ça qui est rempli, mais ça qui est vide là, je connais. Donc là, vraiment, le monsieur là, il a travaillé. Ce sont là les effets concrets d'une politique décennale de construction nationale et de développement dont le premier acte consista à briser dans les années 1990 le contrôle politique de l'économie, la condition politique initiatrice de la démocratie pluraliste en un pays et à casser l'assujettissement subséquent de la société par l'État. Il dit, mais tout ce que vous voyez là, ce sont les effets concrets d'une politique. Parce que dans les années 90, là, Alassane était où? Il était au contrôle en tant que Premier ministre. Des années 90 jusqu'à 93. Je vous avais dit ici que tous les ponts que vous voyez aujourd'hui, les routes que vous voyez aujourd'hui là, je vous ai bel et bien dit que tout ce que vous voyez aujourd'hui là, selon le plan qu'Alassane Ouattara avait tracé là, en 1998, toutes ces infrastructures devraient être réalisées. C'est la même chose qu'il est en train de dire ici. Il dit donc, pour ceux qui sont surpris et qui sont étonnés là, c'est que vous êtes les enfants de 2000 là, on peut comprendre. Nos parents qui ne sont pas là à l'école, eux, on peut comprendre. Mais pour nous qui savons les choses là, ce que Ouattara est en train de faire, ça ne nous impressionne pas. Parce qu'il avait déjà travaillé, il avait déjà tous ces plans là. Il dit donc, comment Ouattara a fait pour que tout ça soit possible? Ils ont d'abord cassé le monopole de certains grands groupes, le contrôle politique de l'économie. Et ça, je vous ai expliqué certains cas ici, où il y avait des barons du PDCI, c'est eux qui étaient assis là. On dit non, les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire pour travailler là, ils avaient des caisses noires où les gens payaient de l'argent là-bas. C'est pourquoi les gens n'aiment pas Ouattara. Il est venu là gâter leur mangement. Affaire des cartes de séjour, je vous ai déjà expliqué. En fait, là, il y avait cartes de séjour, mais sans le dire. Puisque les étrangers, à travers les chefs de communauté, payaient des sommes aux différents cadres du PDCI dans leurs différentes régions. Ça veut dire, si moi je suis d'une région A et que je suis un grand cadre politique du PDCI, tous les chefs de communauté qui sont là-bas, là, ils avaient un montant qu'ils devraient verser par mois. Alassane Ouattara a cassé ça. Ça, on appelle ça le contrôle politique de l'économie. Alassane Ouattara a cassé ça. Il a appelé les différentes ambassades là. Il dit, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas normal. On est dans un espace qu'on appelle la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens. Voilà ce que certains individus sont en train de faire. On va casser ça. On va donc dire à vos concitoyens de ne plus payer ces sommes-là à ces personnes-là. Ils vont payer une somme minimale qui va permettre aussi de développer le pays, puisqu'ils sont dans le pays aussi là. Le pays aussi va s'occuper d'eux. Ils vont aller à l'hôpital, ils vont utiliser nos services, donc ça va nous aider. Voilà comment la carte de séjour est venue. La carte de séjour est venue pour casser le contrôle politique de l'économie instauré illégalement par le PDCI et pour aider les étrangers en tenant compte de la réalité de la libre circulation des citoyens de la CEDEAO dans son espace. Voilà aussi la réalité qu'il faut dire aux Ivoiriens. Et donc, ça aussi c'est très important parce qu'une fois qu'on arrive à faire cela,
et à casser l'assujettissement subséquent de la société par l'État. Je reviendrai en d'autres textes à suivre sur ce point qui soulève la question de la paternité de la démocratie pluraliste en Côte d'Ivoire. Une question non encore clairement résolue et qui fait le lit des imposteurs. Il dit donc qu'après ça, il allait revenir. Qui est le vrai père de la démocratie pluraliste en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo dit, c'est moi le père de la démocratie, c'est moi le père de la démocratie. Hey, qui ne se souvient pas du président français? J'oublie son nom. Je ne sais pas si c'est Mitterrand ou qui. Hey, la démocratie a été imposée à l'Afrique dans les années 90. On a vu Mathieu Kérékou pleurer ici. Ça n'a pas été facile pour nos dirigeants. Tous ceux qui viennent vous mentir comme les Laurent Gbagbo pour dire hey, Laurent Gbagbo là, c'est un fuyard, c'est un vaurien, comme les Soro Guillaume et autres là. Quand il vient mentir aujourd'hui, il n'a été le père de rien. Comment toi tu peux être le père de la démocratie, mais c'est toi qui tues la démocratie en disant que toi tu t'en fous des gens, c'est ton pouvoir qui t'intéresse parce que c'est toi Dieu qui t'a donné le pouvoir. Quand tu as construit une maison là, tu ne seras pas le premier à dire qu'il faut casser la maison. Quand tu as été un dictateur, un créateur des escadrons de la mort, quelqu'un qui a tué sous son régime et qui n'a rien construit pour son peuple, c'est à se demander si vraiment c'est toi qui as mené ce combat-là. Est-ce que tu as mené ce combat pour pouvoir tuer une partie des Ivoiriens, pour discriminer une partie des Ivoiriens? Et donc, si c'est toi le père de la démocratie, et donc ça a été une fausse démocratie parce que ça a été une démocratie partisane et non pluraliste. Parce que tu l'as fait pour ton peuple, tu l'as fait pour ta tribu, tu l'as fait pour continuer le combat de Krabé Niabé. Et donc ça, c'est une démocratie taillée sur mesure, une démocratie exclusionniste que tu as eu à faire. Mais en réalité, au-delà de tous ces concepts, au-delà de tous ces facteurs-là, la vraie réalité, c'est que la démocratie, à un moment, les Blancs nous ont imposé la démocratie. Moi, je mets quiconque au défi, que ce soit surtout ceux qui disent que c'est Laurent Gbagbo qui est le père de la démocratie, je les mets au défi. Eux qui sont des intellectuels soi-disant mais qui ne produisent rien. Venez nous dire ce que je dis là. Quand l'ancien président est venu et il dit que vous le voulez ou pas, la démocratie va s'imposer à vous les Africains. Le vieux au foie a pleuré. Il dit on n'est pas prêt pour ça. Les Blancs disent même si vous n'êtes pas prêts, vous allez faire. Nicéphore, ils ont encouragé les Nicéphore Soglo. Ils sont maintenant enlevés les Mathieu Kérékou. Ça a été un moment dur pour l'Afrique. Et donc là, la démocratie s'est imposée aux Africains. C'est ça qu'il faut expliquer d'abord. On connaît le contexte et les détails. Et donc, nos dirigeants n'avaient autre choix que de faire avec. C'est ça que la réalité. Sinon, Laurent Gbagbo n'a rien fait. Il n'est même pas le père même. Il n'est le père de quoi que ce soit. Mais il est plutôt le père des escadrons de la mort, le père de la violence en Côte d'Ivoire, celui qui a encouragé Soro Guillaume à maintenir les Ivoiriens dans la guerre pendant plus de 10 ans. Parce qu'il a fait un deal avec Soro Guillaume à Marcoussis pour maintenir les Ivoiriens dans la guerre. Ça, on peut lui donner cette paternité-là au moins. Il convient de souligner, pour terminer ce bref retour mémoriel et cette brève investigation critique, que la mobilisation de la défense identitaire par certains acteurs de l'échiquier politique ivoirien, l'ivoirité entre guillemets, l'ethno-nationalisme opportuniste de ces années 90, fut une défense réactionnaire et régressiste des forces du passé contre l'inéluctable transformation historique du pays. Et donc il dit qu'il convient de signaler que ceux qui ont été les promoteurs de certaines catégorisations identitaires en Côte d'Ivoire, là il parle de Bédier et aussi de Laurent Gbagbo, sans oublier Guy Robert aussi, qui a été victime même de cette ivoirité-là. Mais en réalité, ils vont allumer les flammes d'un repli identitaire sur soi comme des opportunités pour pouvoir créer de la réaction. Mais c'est surtout des forces de régression, des forces qui nous font retourner dans le passé, alors qu'une société doit se transformer pour évoluer historiquement. Et donc, il dit qu'il est important aussi de signaler que ceux qui ont été les pères de ces facteurs-là ont mis la Côte d'Ivoire dans la merde et dans l'anti-développement plutôt que de l'aider à aller de l'avant. Et on termine définitivement par un même texte encore du père Alexis Diet, qui est un fait nouveau. Demain mardi là, Alassane Ouattara, RHDP, et puis Afingé San là, ils vont aller signer un partenariat entre eux là-bas. Maintenant, toi, le militant, là, quand tu t'assois, tu te dis, mais nous, on est de la droite, eux sont de la gauche. Depuis quand droite et puis gauche peuvent se mélanger et puis ça peut marcher.
ça va devenir comme pied de Laurent Gbagbo, 2 pieds gauche ou même 2 pieds droite. Et là, ça devient difficile. Est-ce que ça pourra marcher? Ça, c'est normal que tu te poses cette question-là. Et donc, le père Alexis Diet te dit ceci, l'esprit du partenariat politique dans une démocratie pluraliste. Le père Alexis te dit que dans une démocratie pluraliste, ça veut dire que la démocratie est une chose, mais quand elle devient pluraliste, ça veut dire que toutes les forces ont le droit de s'exprimer, ont le droit de pouvoir opérer leurs actions. Osons espérer. Et là, il commence par une prière. Il dit, osons espérer que M. Affi-N'Guessan, le chef du FPI, puisse et sache incarner en Côte d'Ivoire la gauche social-démocrate que M. Laurent Gbagbo n'a jamais pu et n'a jamais su incarner. Il dit, ce que Laurent Gbagbo n'a pas réussi à faire là, on n'a qu'à prier Dieu pour que Affi-N'Guessan puisse réussir à le faire. Parce que c'est quoi d'abord la social-démocratie? Je vous ai déjà détaillé tout ça, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais est-ce que Laurent Gbagbo a pu faire le bonheur des Ivoiriens? Est-ce qu'il a pu vraiment se mettre au service du social en faisant de la politique en faveur des Ivoiriens? Non. Donc le père Alexis Diet dit, vu que déjà Alassane Ouattara, qui est un libéral, mais si je peux me le permettre, qui est devenu aujourd'hui un socio-libéral, puisque pour voir un libéral prendre de l'argent pour donner aux familles démunies, c'est assez atypique quand même. Et donc il a adapté quand même le libéralisme à la réalité de son terrain. Il dit aujourd'hui là, on peut espérer que si Affi-N'Guessan est doté de bonne volonté et qu'il veut apprendre là, il va se rapprocher d'Alassane Ouattara pour se corriger et surtout pour démontrer à Laurent Gbagbo que là où tu n'as pas réussi là, moi Affi-N'Guessan là, je vais réussir là-bas. Parce que toi, Laurent Gbagbo, tu n'as jamais pu incarner cette social-démocratie et tu ne peux pas aussi l'incarner parce que tu n'as pas le savoir qui va avec. Si Affi est malin là, à travers cette alliance-là, c'est ce qu'il va enseigner à Gbagbo. C'est la condition que son partenariat avec le RHDP, libéral centriste, aura un sens autre que étroitement électoraliste. Il dit, c'est l'avantage que pourra tirer Affi-N'Guessan si, dans ce partenariat-là, Affi va au-delà du fait qu'il veut simplement se faire élire. Là. Si Affi va au-delà, là, voilà les bénéfices qu'il va gagner dedans. Dans une démocratie, les adversaires politiques sont nécessairement partenaires poursuivant le même objectif d'intégration nationale de la diversité socio-culturelle du territoire par des voies différentes en prenant une partie pour l'investissement ou pour la redistribution, pour la liberté ou pour l'égalité. Il dit en réalité, le but de la politique là, que quelqu'un vous dise je suis socio-démocrate, je suis socialiste, je suis républicain, je suis libéral, il dit en réalité là, à la fin de la journée là, vous n'êtes pas des ennemis, puisque tous les politiciens ou même toutes les stratégies politiques viennent à deux choses. Alassane Ouattara dit, moi là, je ne suis pas prêt à prendre l'argent pour donner aux gens. Et donc, eux ils disent quoi? Nous, on construit les infrastructures. On fait tout ce qui peut aider chacun à se développer lui-même. Voilà comment les libéraux pensent. De l'autre côté, les socialistes, eux, ils se disent quoi? Nous, on va prendre ce qui a été généré et puis distribuer au peuple. Mais il dit tout ça là, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose que le développement. Parce que à la fin là, que tu aies investi ou que tu aies redistribué là, ça va libérer les gens et ça amène à aller vers une condition d'égalité des citoyens. Que tu aies investi pour construire des routes, des ponts, que quelqu'un ait pris l'argent pour redistribuer les socialistes, ça revient à la notion de liberté et d'égalité. Et donc, en réalité, là, il ne faut pas voir les politiciens comme des ennemis si les choses sont bien comprises. C'est en fait même nécessaire parce qu'ils sont des partenaires pour arriver à une seule conclusion. Développer, aider le peuple à se développer tout en permettant l'intégration nationale des peuples dans leur diversité sociale, culturelle et même, je dirais, idéologique. Ces deux voies opposées de l'émancipation humaine sont complémentaires. Il dit donc ces deux voies-là, pour ceux qui comprennent et qui ont un objectif sain,
Ces deux voies concourent à aider l'être humain à pouvoir s'épanouir. Et donc, ces deux voies-là sont utiles les unes que les autres. Et le rôle des acteurs politiques de la cité est de se situer chacun en ces deux pôles dialectiquement reliés dans un partage de tâches. Il dit donc en réalité, les politiciens, quelles que soient leurs obédiences politiques, leur rôle là, c'est d'être des enseignants dans la cité, c'est-à-dire dans le pays où l'espace qui est géré, et d'être des gens qui vont se partager les tâches. Ce que l'autre n'a pas pu faire, l'autre vient compléter. C'est ce que les gens font ici aux États-Unis. Si vous remarquez très bien, aux États-Unis, ici, c'est un exemple que je prends. Hein. C'est un exemple que je prends. Les républicains, là, quand eux viennent là, tu vois automatiquement l'économie monte en puissance. Mais chaque fois, en 2008, il y a eu une crise économique. Qui était là? C'était Barack Obama. En 2023, je vous parle de la crise économique. C'est qui est là? C'est Joe Biden. Eux, ils sont qui? Barack Obama et eux, ce sont des socialistes. Prenez en général l'histoire des États-Unis. Chaque fois que les socialistes viennent, il y a une crise économique. Mais chaque fois que les républicains viennent, il y a une montée en économie. Même Trump, même qui est un faux type, comme on le dit. Même Trump, quand il est venu là, en tout cas, tout le monde était content. Tu peux tout dire de Trump, hein, mais en tout cas, tout le monde était content. Parce que l'économie, là, ça passait. Malgré qu'il y avait Corona. Et donc là, la politique, c'est comme ça. C'est que l'autre ne peut pas faire. Mais par contre, chaque fois que les républicains aussi viennent là, il y a une nouvelle guerre qui naît aussi. Quelque part dans le monde. Ça aussi, il faut signaler ça aussi. Voilà. Et donc, tu vois que ce sont aussi les socialistes qui viennent mettre aussi fin, qu'on appelle ici les démocrates, c'est eux aussi qui viennent mettre fin à ces guerres-là. Parce qu'en réalité, chers parents, il faut qu'on vous dise une vérité. Si les politiciens règlent tous les problèmes du monde, eux-mêmes, ils n'auront plus de raison d'être là. Ça, ne dites pas à quelqu'un, ça, c'est un secret de famille entre nous. Et donc, là, le monde, là, ceux qui gèrent, là, ils donnent toujours des raisons pour qu'ils soient là. Ça aussi, c'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Et donc, ils sont dans un esprit de partenariat. Et donc, si la même chose doit se faire en Côte d'Ivoire, entre l'opposition et le gouvernement, ça sera aussi une bonne chose. Mais vous allez me dire, mais tu as dit que Poafil en a vu déjà lu son avantage, mais pour le gouvernement. C'est là que je vais vous dire aussi la vérité. Et là, je vous convoque maintenant Sun Tzu, l'art de la guerre. Pour gagner une guerre, là, tant que tu peux multiplier ceux qui peuvent s'ajouter à toi, même si tu dois perdre la guerre, là, les plus faibles qui s'ajoutent à toi, là, c'est eux que tu livres en premier pour garder tes troupes. C'est que le RHDP gagne. C'est que le fait qu'on aura peut-être affirmé, même s'il est faible politiquement, ce sera au moins un allié qu'on peut utiliser médiatiquement ou bien même diplomatiquement. Parce que ça sera tout le monde contre vous. Et donc, il est aussi mieux que vous essayez de capter aussi d'autres pour dire non, on n'était pas aussi seul. Hein. Il y avait tel qui était là aussi. Parce que le plan que le FPI est en train de faire avec Bédier là, en réalité, il n'y a que deux partis. Le FPI de Laurent Gbagbo et les Daocroniens du PDCI. Ces deux partis, il n'y a rien d'autre après. Tout ce que tu vois après, COGEP, MGC, GPS, Daocro Frelaté, Daocro 1, 2, 3, 4. Tout ça là, quand ils mettent sur papier, tu dis, tiens, ils sont beaucoup. 40 personnes contre toi seul Ouattara. Donc, en réalité, ils sont dans un jeu pour tromper les gens. Demain, là, quand ils vont créer les troupes que j'ai déjà eu à vous dire là, ils vont dire devant tout le monde, mais regardez, comment lui seul avec son RHDP là, comment lui seul il peut dire qu'il peut gagner une élection quand il y a 40 autres partis qui sont là. Et donc, pour le RHDP là, c'est mieux de chercher aussi des partenaires pour dire non, on n'est pas seul. Regardez, quand vous entendez RHDP là, Mabri là, lui c'est IDPCI. Afi Ngessan là, c'est une partie des opposants là. Les partis cachés là, c'est une partie des PDCI. En fait, là, tout ce groupe que vous voyez là, nous aussi, on a les mêmes qui sont représentés parmi nous ici. Donc, ce qu'ils vous disent là, c'est du flactus voxis. C'est de la flagornerie, c'est du mensonge, c'est de la manipulation de bas étage. Et ça, c'est un avantage que le RHDP peut tirer, en tout cas pour ce moment. Et donc, on continue. En poursuivant, en conscience cet objectif commun de la cité, les adversaires politiques ne sauraient se définir comme des ennemis, s'affrontant dans une guerre d'anéantissement sans compromis possible. Et donc, il dit qu'en politique,
En réalité, une fois qu'on a compris qu'on peut créer le partenariat, la complémentarité, on devient donc les uns utiles aux autres, de sorte que l'adversité ou bien l'opposition ne se définit plus comme étant des ennemis qui doivent s'affronter pour s'anéantir. Et vous savez que le père Alexis Diet, quand il parle ici de l'anéantissement, comme quoi pour faire disparaître une partie. Si Alassane Ouattara même l'a fait disparaître tous les partis, il devient automatiquement un autocrate. Il devient potentat, un dictateur. Ça ne lui fera pas gloire. Comme aussi Laurent Gbagbo a essayé, il dit va faire disparaître tous les gens du RDR, n'a pas pu. Il a fait chaner jusqu'à fatiguer. Mais malgré ça, il n'a pas réussi. Et donc, ce qu'il faut là, ce n'est pas l'anéantissement sans le compromis pour dire, voilà ce que moi j'ai dit, tuez-les et puis après on va voir si on peut décider et puis donner quelques miettes aux uns. Mais tu as essayé, on a coupé ta queue. Laurent Gbagbo, on a coupé ta queue comme les Sénoufos font là. Quand ils tuent les cynocéphales là, et puis ils cassent la queue là en deux là. Et puis il attache ça et puis il met ça au cou du singe là. C'est comme ça on t'a fait. Quand les Sénoufos là vont tuer les singes là, leurs queues sont longues. Donc ils cassent la queue du singe là en deux. Et puis il attache, il fait un nœud. Et puis maintenant il met la tête du singe là dans la queue là. Et puis maintenant il accroche ça sur son dos là. C'est ce qu'on t'a fait. Où tu criais, ne me tuez pas là. C'est comme ça on t'a fait. Parce que la violence là, toi qui commences la violence, tu crois à la violence là, faut te dire aussi que chacun a une capacité de violence. Et donc vous qui rêvez que le 6 va devenir 9 là, dès que vous allez tracer 6 là, nous on va faire en même temps 7, 8, 9 pour vous donner. Ça on préfère vous dire ça en même temps. Et on sait de quoi on est capable et on sait sur quoi on vous attend aussi. Et donc là, que vous soyez d'obédience politique différente là, ce n'est pas en anéantissant l'autre que tu deviens plus fort. Parce que chez l'autre aussi, il y a du bon. Chez l'autre aussi, il y a du mauvais. Mais c'est en sachant prendre ce qui est positif chez l'autre, comme chez toi, là, qu'on peut évoluer. Et donc, par complémentarité. La politique démocratique est par définition antinomique à la guerre. Il dit donc, si on fait une politique en se basant sur les fondements de la démocratie, si on fait une vraie démocratie, cela nous oppose à toute idée de guerre. On ne peut pas être dans une vraie démocratie et puis faire la guerre. Il dit, ça ne passe même pas. C'est une confrontation d'arguments. Il dit, dans une vraie démocratie, là, l'éclaireur dit quelque chose. Vous sortez pour dire, voilà les limites de ce que l'éclaireur a dit. Il dit, c'est une confrontation de programmes et de projets de société divergents qui appellent des compromis et un fair play dans l'alternance du pouvoir. Il dit, lorsqu'on confronte les arguments à travers les débats, lorsque chaque parti politique envoie son programme, c'est que le PDCI, c'est que le FPI est capable de faire, on en arrive donc, les populations même s'asseyent et puis elles regardent vraiment, c'est pour lui là qui est bon. Pour toi là, Et puis maintenant, on va aux élections. Celui qui gagne a gagné. Celui qui n'a pas gagné aussi n'a pas gagné. C'est ce qu'il appelait un fair play dans l'alternance du pouvoir. Moi, je n'ai pas gagné l'élection. Moi, je sais que toi, Laurent Gbagbo, tu n'as pas gagné l'élection. Mais toi, parce que tu veux faire la guerre, tu veux être violent, tu veux t'imposer à moi, je coupe ta queue. Vous dites de ne pas utiliser ce mot là, mais je vais utiliser ça 1000 fois. On va couper vos queues. Et puis, on va prendre. Quoi? Nous, on va gagner l'élection. Toi, comme ça, Gbagbo, tu vas prendre notre élection? Jamais de la vie. C'est qu'Alassane Ouattara t'a fait là, c'est petit. Lui, il t'a laissé en vie. Si c'était un homme comme moi là. Non. Depuis, j'ai fait ta sauce. Alassane, là, lui, c'est lui qui est devenu Gandhi. C'est pourquoi tu joues avec lui. Et donc là, il n'y a personne qui va gagner une élection. Et puis parce que toi, Laurent Gbagbo, tu es le plus sauvage de la cité, on va te laisser ça. Ça là, ça passe pas. On n'est même pas obligé de mettre ton avis. Ah non, on a créé un comité anti-fraude. C'est pas un comité anti-fraude. Hein. Faut aller prendre FBI, faut aller prendre CNN, faut aller prendre Al Jazeera, et puis faut aller ressusciter Ben Laden. Et puis faut venir les mettre en face de nous. Si tu as perdu, on va te dire tu as perdu. Parce que tu as un parti qui est minoritaire. Tu sais que tu ne peux pas gagner d'élection. Et tu veux toujours créer les conditions de violence. Mais cette fois-ci là, on va te braiser dans ta propre graisse. Tu vas comprendre que la violence là, c'est pas intéressante. Inspiré probablement de la démocratie du Front populaire et du Front républicain, du socialiste français Léon Blum, qui fut un front de lutte politique sociale pour la défense des intérêts et des droits des classes populaires en France, le Front populaire ivoirien n'avait pas vocation à être un front de guerre de libération,
contre des ennemis intérieurs à anéantir et des classes sociales à exclure dans la logique d'homogénéisation des communautés et de la cité. Il dit donc, lorsqu'on prend l'exemple, le Front populaire républicain du socialisme en France, qui était dirigé par Léon Blum, là, eux, quand ils étaient là-bas, allez dans les livres, vous allez voir, ils ont lutté pour les Français. Ils ont lutté pour les classes populaires, les masses, pour qu'on aille vers une certaine justice sociale. Il dit, si le Front populaire ivoirien se comportait comme le parti du Front populaire républicain socialiste de Laurent Blum, le Front populaire ivoirien là, ne devrait pas être un front de guerre de libération. Parce que pour Laurent Gbagbo, là, lui, dans sa tête, là, lui, il se voit trop guerrier. Hein. Lui, Laurent Gbagbo même pense que lui, il est sur position avancée. Ceux qui sont dans là, ceux qui ont fait les fronts, là, ils savent de quoi je parle. Quand on dit tu es position avancée, là, toi-même, tu sais que tu n'as pas de temps. Laurent Gbagbo, lui, pense qu'il est sur un front de guerre. Ça veut dire, pour lui, politique, là, lui, il est sur ligne de front, position avancée, il est toujours là, c'est sa calage qu'il a. Et puis, maintenant, il est prêt à dégainer et puis à gâter le coin. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que lui, il ait toujours des ennemis en face de lui. Les ennemis, c'est ceux qui sont venus voler vos terres. Les ennemis, c'est ceux qui ont vendu Abidjan. Quand je vais revenir, moi, je vais prendre Abidjan pour vous remettre à vous les ébrier. Ah non, non, vous, les gens de l'Ouest, là, ce sont... En réalité, ils ne parlent pas des Maliens, des Guinéens. Ils parlent des gens du nord de la Côte d'Ivoire. Il y a quoi dans la vérité? Non, on ne va pas vous dire. Parce que eux, là, eux ne veulent même pas qu'on dise que les gens du nord de la Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens. Donc, ils tournent là. Tellement il n'est pas courageux, là. Il ne dit pas que vous, les gens du nord, vous n'êtes pas Ivoiriens. C'est ce qu'il était en train de dire comme ça. Sinon, ce n'est pas les Burkinabés et autres. C'est vous, les gens du nord, là. C'est de vous, il parle. Parce qu'il faut que lui, là, il ait un ennemi sur qui il va tirer. Parce que lui, il est sur position avancée. Et donc, là, c'est lui qui a toujours des ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais tout ça, dans une logique de catégoriser la population par communauté afin de pouvoir les opposer les unes aux autres. Voilà la seule politique de Laurent Gbagbo. Comment mettre les différentes communautés en face et lui, il devient maintenant le courtier. Il ment aux gens comme l'autre, comment il s'appelle déjà là? J'oublie son nom. Casanova, voilà. Comme Casanova qui avait menti à une vieille aristocrate en lui disant qu'il peut la faire renaître à nouveau à condition qu'elle lègue ses biens parce qu'elle va renaître dans un nouveau corps d'enfant. Donc, comme un enfant ne peut jamais décider des richesses, il faut que la vieille dame-là signe pour léguer ses biens à quelqu'un. Et c'est quelqu'un dont il parle là, c'est lui-même. Hein. Et puis maintenant, comme elle va renaître dans un nouveau corps d'enfant, là, lui va gérer les biens jusqu'à ce qu'elle ait 21 ans pour que lui puisse transférer les biens là. La vieille même dit, mais toi-même aussi tu mentais. Ce que j'ai vu, c'est une histoire réelle. Hein. Et donc, c'est comme ça que Laurent Gbagbo est. Il va dire à une communauté là-bas, là, vous voyez, non? Les gens du Nord, là, ils veulent vous tuer. Hein? Les gens du Nord veulent tuer les gens de l'Ouest, mais ils ne veulent pas tuer les bêtés. Ah, Laurent! Les gens du Nord, là, veulent tuer les guerriers, les Wobé. Mais les gens du Nord ne veulent pas tuer les bêtés de maman. Et puis toi, guerrier, Wobé, toi, tu crois à ça. Et tu te lèves là, Laurent Gbagbo prend à me dire, bon, allez lutter contre eux. Quand vous allez les vaincre là, moi maintenant là, je vais venir maintenant pour faire votre salut. Quand tu allais les combattre là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est dedans là, tu connais. Alors qu'il n'a pas dit aux bêtés d'aller combattre. De la même manière que Casanova avait voulu blaguer la vieille dame, la vieille aristocrate, pour voler son argent. Mais comme il sait qu'il ne peut pas lui dire, je vais voler ton argent là. Laurent Gbagbo vient vers vous pour voler vos vies, mais il permet à ses parents bêtés de vivre. Continuez à lui vendre vos vies. Osons espérer que M. Pascal Affi-N'Guessan saura et pourra redorer le blason sali de la gauche ivoirienne afin d'incarner en Côte d'Ivoire une opposition crédible. Il dit donc, espérons bien que si socialisme y a en Côte d'Ivoire, osons bien espérer qu'Affi-N'Guessan va pouvoir l'incarner, cette opposition qui aura au moins de la crédibilité. Et souvenez-vous, je vous avais dit une chose ici. Je vous avais dit que si les opposants étaient intelligents, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule alternative, c'est l'école Ouattara. Et que je craignais fort que des opposants qui auraient compris la réalité s'y mettent à cette école-là et deviennent plus forts que les enfants d'Alassane Ouattara. Dans ce rapprochement-là, faisons beaucoup attention. Les Madou Touré, moi je t'ai déjà dit, ce qui m'énerve chez toi là, tu as des grandes qualités. Tu es comme du diamant, mais toi-même tu te vois en or. C'est ça qui m'énerve chez toi.
Sinon, après, il n'y a rien d'autre. Kandia Kamara, toi, tu es notre maman. Quand je regarde comment tu as tenu front à la dame de peur, Karaba la sorcière, il y a aujourd'hui certains manquements là, on n'aimerait pas te voir dedans. Voilà ce qu'il y a entre nous. C'est à vous de vous former pour être les prochains Alassane Ouattara. Ne laissez pas les autres venir à l'école de Ouattara et puis se comparer à vous demain. Ce partenariat-là, voilà l'un des risques pour vous, les cadres du RHDP. Si ces opposants-là comprennent leur mission, eux se forment là, demain ils vont dire, mais vous-même qui parlez là, moi-même j'étais en partenaire avec Ouattara. Ce que vous pouvez faire là, moi aussi je peux faire. Ah, cher cadre du RHDP, vous aurez des difficultés à parler. Hein. Vous aurez des difficultés à parler. Donc là, ce qui est mieux pour vous là, commencez à vous mettre à l'école et commencez à vous affirmer en tant que des Ouattara bis. Partout où vous serez élus là, faites de travail pour la population. Venez convaincre la population avec le concret. Dites là, de la manière Ouattara travaille, c'est comme ça que je travaille. C'est ça qui va vous aider. Sinon, à dire que c'est Ouattara on suit là. Et le jour que Ouattara ne sera plus là, vous allez suivre qui? Et donc là, il est temps que vous suiviez vous-même votre chemin. Je l'ai dit ici, la plus grande fierté de Ouattara, ce sera quand il aura vu 3, 4, 5, 6 Ouattara et que lui-même peut se dire maintenant je peux me reposer. Parce qu'en réalité, le vieux on l'aime beaucoup, on veut qu'il reste, mais on est en train d'abuser de lui aussi.